Afin d'aider les entrepreneurs dans la création et la croissance de leur entreprise, de nombreux programmes ont vu le jour. Certains ont été initiés par les pouvoirs publics, d'autres par des entités privées. Quel est l'apport de ces programmes dans l'écosystème des PME et PMI? Facilite-t-il l'accès au financement? Entrepreneuriat, programme d'accompagnement et quels résultats? C'est le titre de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Bonsoir à tous et bienvenue dans Entreprendre, votre magazine dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. Entrepreneuriat, programme d'accompagnement, quels résultats? C'est le titre de cette émission. Avant d'en débattre, je vous laisse découvrir le portrait de notre invité principal. Diplômée de l'Institut Polytechnique Rural de Formation et Recherche Appliquée de Katibougou, Sakale Traoré est la directrice de Mamali Moringa, une entreprise de transformation du moringa en infusion. Passionnée par l'agrobusiness, Madame Traoré a participé à plusieurs programmes de formation en agrobusiness, en gestion de projets agropastoral, en leadership et en développement personnel. Elle a notamment été accompagnée par des programmes tels que ProSège, APEJ, Smart Women Academy, ONUFAM, LifeWeed, le PNUD ou encore le programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelou, ce qui lui a permis d'acquérir les compétences et les moyens nécessaires afin de mettre en place sa structure de transformation du moringa et de valoriser par la même occasion la production de nombreux paysans. Cela lui a aussi permis d'acquérir les compétences nécessaires en agrobusiness pour coacher et former 6 coopératives de femmes au Mali et au Burkina Faso. Au regard de l'impact de Mamali Moringa sur l'environnement en 2020, Sakale Traoré a été lauréate de 2 prix. Celui sur l'économie verte accordé par le PNUD et l'incubateur Donilab, récompensant la start-up au modèle économique adapté à l'économie circulaire. Puis le prix The Next Economy Impact Award 2020, accordé cette fois-ci par l'ambassade des Pays-Bas. Cette vingtenaire est actuellement vice-présidente de la coopérative des femmes agro-entrepreneurs du Mali, Moussoni Séné, et participe régulièrement à des rencontres internationales telles que l'F8 2019 Forum en Afrique du Sud. La vision de Mamali Moringa est de quitter l'échelle artisanale dans les prochaines années pour être une société semi-industrielle voire industrielle et ainsi impacter positivement l'environnement à travers des actions de reforestation. Mariée et mère de famille, Sinayoko Sakale Traoré de son nom d'épouse rêve d'internationaliser sa marque de thé. Sakale Traoré, directrice de Mamali Moringa, est l'invitée principale de Entreprendre. Vous l'avez compris, notre invité principal est Sakale Traoré, directrice de Mamali Moringa. Madame Traoré, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous, merci beaucoup pour l'invitation. Pourquoi Mamali Moringa? Alors, Mamali Moringa, tout simplement parce qu'on a vu qu'il y avait un besoin d'amener des produits de qualité qui peuvent aider à lutter contre le diabète, l'hypertension artérielle, les problèmes d'anémie et également la malnutrition, mais aussi un moyen pour pouvoir lutter également contre le changement climatique, parce que le moringa, c'est un arbre qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau, voilà, pour pouvoir survivre. Et également, en moins de 2 ans, elle peut atteindre jusqu'à 2 mètres. Donc, c'est une plante qui aide vraiment à stocker le carbone et ça aide également à lutter contre le changement climatique, à créer aussi un impact dans les zones rurales, mais également tout en contribuant aussi au bien-être des consommateurs en fait. Aujourd'hui, Voilà. en chiffre, Mamali Moringa, ça donne quoi? En chiffres, c'est 35 millions de chiffres d'affaires par an actuellement. Et, on est 7 personnes au total qui travaillent de façon permanente, mais nous travaillons également avec d'autres commerciaux qui sont au nombre de 11 au total.
Voilà, donc actuellement, on est sur ça. Vous allez nous expliquer comment vous avez pu mettre cette structure en place, quelle place les programmes d'accompagnement occupent dans votre structure. Mais avant, je vous invite à regarder ce grand angle qui nous amène à donner la parole aux acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Ils nous donnent leur point de vue sur ces programmes qui existent, qui sont aussi bien publics que privés. Au Mali, plus de 300 000 jeunes diplômés arrivent chaque année sur le marché de l'emploi, mais se trouvent confrontés au déséquilibre entre l'offre et la demande. À cela s'ajoute l'inadéquation entre les formations dispensées et les besoins du marché. C'est dans ce contexte qu'une centaine de programmes publics et privés d'accompagnement des entrepreneurs ont vu le jour. C'est le cas de Venex Economy, initié au Mali en 2016 par l'ambassade des Pays-Bas. Au cours de ces 7 années d'exécution, le programme Venex Economy a rencontré un franc succès. Déjà, il faut comptabiliser que chaque année, le programme accompagnait au minimum 500 jeunes en compétences essentielles de vie. Et à la fin de cet accompagnement, les jeunes avaient le choix en 2 trajectoires, la trajectoire employabilité et la trajectoire entrepreneuriat. Donc, les partenaires locaux SOS Village d'enfants étaient chargés d'accompagner les jeunes sur le volet employabilité en vue de renforcer leurs capacités, de les offrir les compétences qu'ils n'avaient pas dans le cursus scolaire normal et ensuite les placer dans les stages et emplois dans les structures partenaires. Pour ce qui est du volet entrepreneuriat, c'est l'incubateur Impact Hub Bamako qui en avait la responsabilité. Ensuite, Impact Hub Bamako était chargé du volet entrepreneuriat où nous recevions minimum 100 jeunes sur chaque cohorte. Donc, on peut aller sur un bilan chiffré de 200 jeunes par an qui étaient formés, qui étaient renforcés, dont le projet était structuré, designé et ils étaient accompagnés à la veille des fonds à travers une plateforme de financement participatif dénommée le crowdfunding. Donc, le crowdfunding rencontrait une levée de fonds d'approximativement 30 millions par an. Donc, si on comptabilise, Next Economy a aidé à lever des centaines de millions, à créer des centaines d'entreprises et à créer des centaines d'emplois aussi au cours de ces 7 années d'exécution. Dans la plupart des cas, les startups sont sélectionnées par les différents programmes après un appel à projet. Et une fois les différentes étapes franchies, les entrepreneurs retenus bénéficient notamment d'un appui technique, du coaching, du mentorat et du financement. La plupart des entrepreneurs ont des difficultés à avoir accès aux finances auprès des banques, aux institutions et autres. Mais ces dernières années, je vois que ces 10 dernières années, il y a beaucoup plus de projets, de petits projets par exemple, qui appuient les jeunes entrepreneurs. Donc, il faut aller vers ces projets pour avoir des petits fonds et avancer. Bon, rares sont de ces programmes-là qui ont émergé à travers une étude réelle au niveau des jeunes pour un peu cerner leurs préoccupations en matière de la mise en place de leur entreprise et aussi voir à leur niveau quel système de financement ils préfèrent. Bon, en réalité, c'est des programmes qui viennent avec vraiment leur façon de faire déjà structurée, déjà calée. Donc, et c'est aux jeunes maintenant de compétir pour pouvoir accéder à leurs services. Certains entrepreneurs déplorent le fait que les banques et autres instituts financiers ne tiennent pas compte de la spécialité des projets pour les adapter aux échéanciers de paiement. Moi, je suis sur la filière de l'oignon. L'oignon, au niveau de la mise en place, au niveau de la banque, maintenant, l'oignon, c'est une filière cycle court. Peut-être tous les cycles déjà, c'est 4 mois, on peut dire ainsi, de la pépinière maintenant jusqu'à la récolte. Maintenant, un programme de ce genre, je pense qu'on doit avoir un modèle de remboursement qui est spécifique à ces programmes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le programme, normalement, on doit rembourser chaque mois, maintenant que tous les programmes doivent se soumettre à ces principes. C'est de voir en fonction des réalités des entreprises, maintenant faire des programmes spécifiques en cela pour que l'entrepreneur en question ne soit pas trop en difficulté. Donc, j'ai été parce que moi, mon programme, par exemple, c'est un cycle de 4 mois que moi, je fais la récolte. Maintenant, et que moi, je dois rembourser quand même chaque mois avec le programme. Donc, c'est souvent, c'est pas trop adapté à la réalité. Il y a la tranche d'âge qu'il faut essayer de revoir avec le FACEJ. Parce qu'il y a des personnes qui ont des projets aussi très intéressants.
donc qu'il faudra accompagner. Il ne faut pas juste se baser sur l'âge, donner la chance à ces personnes-là. La majorité des programmes d'accompagnement des entrepreneurs s'inscrivent dans une durée de 3, 5, 7 ou 10 ans en fonction du nombre de phases. L'adaptation est le maître mot selon notre interlocuteur. Tout projet a un début et une fin. Donc Next Economy a connu 2 phases, une première phase de 2016 à 2019 et une deuxième phase de 2019 à 2023. Malheureusement, en 2023, le projet a pris fin, mais on va dire qu'on s'assure que les initiatives entamées soient durables. Donc nous-mêmes à l'interne sommes en train d'explorer des pistes pour pouvoir rendre Next Economy durable, même si ça ne vient pas sous le nom Next Economy, mais sous d'autres formats. On essaie aussi de voir avec l'appui des partenaires financiers comment on peut être accompagné pour perpétuer cette initiative qui a connu un impact énorme dans l'écosystème malien. D'après les données de la Banque mondiale au Mali, le financement des banques dans l'économie représente 28%. L'accès des jeunes au financement à travers les programmes d'accompagnement est de 44%. Madame Traoré, aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, quel regard portez-vous sur cette question des programmes ? Je dirais personnellement que c'est des programmes qui ont... Parce qu'il y a eu plusieurs programmes. Donc, d'autres ont vraiment compris les failles qu'il y avait dans d'autres programmes pour pouvoir vraiment mieux apporter leurs solutions. Et ça a permis en fait la structuration dès le début des entrepreneurs, le fait de pouvoir s'enregistrer, avoir ces documents et tout. Donc, ça déjà, c'est une bonne chose parce que la plupart des jeunes commençaient dans l'informel, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a plus de personnes qui vont directement vers l'API pour s'enregistrer. Et également, il y a eu l'accompagnement aussi sur le fait de pouvoir comprendre les finances, voilà. Et donc ces programmes-là vous ont permis justement à travers les formations de comprendre aussi comment fonctionne le mécanisme de l'entrepreneuriat. Oui, c'est ça. Et aussi côté gestion aussi, comment manager, comment également collaborer entre jeunes entrepreneurs aussi, parce que souvent il y a ça qui manque. On est accompagné, mais comment nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs, ils peuvent avoir une synergie entre nous. Par exemple, avec le ProSège et le FACEJ, aujourd'hui, nous, on a pu avoir une coopérative des femmes agro-entrepreneurs, en fait. On va en parler tout à l'heure. Mais j'ai le plaisir également de recevoir 2 autres invités. Tout d'abord, Monsieur Franck Merceron, il est chef de mission du FACEJ, Fonds d'appui à la création d'entreprises par les jeunes. Monsieur Merceron, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Le FACEJ aujourd'hui n'est plus à présenter. On sait que c'est un programme qui accompagne les jeunes, mais c'est un programme initié par qui? C'est un programme qui a été initié en 2018 par l'ambassade du Danemark. Puis l'ambassade des Pays-Bas a rejoint cette initiative en 2020. Donc c'est 2 coopérations européennes qui ont initié ce programme. On va bien sûr en parler, vous allez nous détailler ce programme. J'ai également le plaisir de recevoir Moussa Niang, il est expert en finance. Monsieur Niang, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. En tant qu'expert financier, acteur de l'écosystème entrepreneurial, aujourd'hui, qu'est-ce que ces programmes, de votre point de vue, apportent dans notre écosystème? C'est toujours un plus d'avoir des programmes qui accompagnent les jeunes. Parce que la force d'une économie est d'abord basée sur le nombre, la quantité de micro-entreprises ou bien d'entreprises de plus petite taille, mais qui ont des potentialités de s'accroître. Et il est très important d'avoir d'autres revenus que le salaire, en fait. Et donc, chaque fois qu'on a la possibilité d'augmenter le nombre d'employeurs, c'est un plus pour un pays. Donc si des programmes permettent d'accompagner là où les banques ne vont pas, nous en parlerons certainement, ça permet d'avoir un microcosme en fait d'entreprises qui pourront potentiellement augmenter, croître et
servir de tremplin plus tard pour l'économie tout entière en fait. Je vous invite justement à regarder cette première infographie qui nous amène à parler du taux de chômage en Afrique. Et quand on parle de taux de chômage en Afrique, il faut savoir que les jeunes représentent 60% des chômeurs en Afrique d'après l'Organisation internationale du travail. Madame Traoré, avant de mettre votre entreprise en place, que faisiez-vous et qu'est-ce qui vous a concrètement motivé à entreprendre? Je dirais que moi, de base, je voulais être pilote. Voilà. Comme la plupart des jeunes d'ailleurs. J'ai pas eu le concours du Prytanée militaire. Et après, j'ai dit, si je ne suis pas pilote, je veux être entrepreneur. Parce que j'ai eu une maman, en fait, qui, voilà, a toujours été entreprenante. Donc, je faisais déjà les ventes à l'école dès toute petite. Voilà, j'avais ce flair-là. Et maintenant, après, j'ai fait également 2 ans et demi en Chine. Et là, j'ai découvert l'univers du thé et tout. Et il y a une de nos professeurs qui utilisait particulièrement le moringa. Donc, moi j'ai connu le moringa en Chine alors qu'on l'utilisait ici comme bashirini, les gens appellent ça comme ça. Et après, j'ai fait des recherches sur le moringa. À mon retour, j'ai également eu à faire pas mal de recherches avec l'iclysate et l'IPR. Du coup, j'ai commencé directement avec la transformation de ce produit-là avec un fonds de départ que j'avais eu comme économie. Donc, suite à ça, il y a eu le procès auquel j'ai postulé. Et ce fonds nous a permis de quitter la maison, de prendre un local, de recruter d'autres personnes avec qui je travaillais. Et là, on était en quelle année? 2017. Et je faisais également les cours à l'IPR en ce temps. Donc, je faisais un peu la navette entre Koulikoro et Bamako. C'est comme ça qu'on a commencé l'entreprise Mamali Moringa. Quand on voit ce taux de jeunes en Afrique, chômeurs, et ramené au Mali, il y a aussi le chômage des jeunes. C'est ce qui vous a incité à mettre un tel programme? C'est vrai que quand on regarde les chiffres, on parle aujourd'hui de 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année au Mali. Donc c'est énorme, c'est un enjeu énorme, je crois, pour l'État malien, évidemment. Je pense que ça représente aussi un enjeu pour les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Mali. Eux voient ça peut-être d'un autre angle, sous l'angle du risque que ça représente en termes de migration irrégulière, parce que c'est un sujet politique très important en Europe. Donc, je pense qu'il ne faut pas être... faut être conscient de ça. Ces programmes sont faits aussi, d'une certaine manière, pour créer des emplois, et maintenir les jeunes, stabiliser la jeunesse, selon l'expression un peu consacrée. Maintenant, à partir du moment où on le sait, nous, en tant qu'opérateurs de développement, on trouve que c'est intéressant de mettre en place des dispositifs, des outils qui vont permettre à des jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat, sachant que si ces dispositifs n'étaient pas là, ils n'auraient pas accès, par exemple, au crédit bancaire, puisque les banques sont assez exigeantes, en particulier au Mali, en termes de garanties. Il faut des garanties très solides, des garanties immobilières ou mobilières. Et ces projets, comme le FACEJ, permettent aux jeunes d'avoir accès au crédit, puisque on met en place des garanties. Et la petite innovation qu'il y avait sur le FACEJ, c'est que cette garantie n'était pas silencieuse. C'est-à-dire que souvent, une des erreurs, peut-être qu'on a, comme Sakhalil l'a dit, on a tenu compte des failles qui existaient dans d'autres projets. Quand les garanties sont silencieuses, elles ne restent jamais silencieuses très longtemps. Et à partir du moment où la garantie n'est plus silencieuse, les taux de recouvrement s'effondrent. Donc nous, on a fait un choix inverse, c'est-à-dire qu'on a affiché directement le fait que ces garanties étaient là, qu'elles permettraient de débloquer, d'octroyer des crédits à des jeunes. Et en même temps, ça allait être très incitatif, puisque si le jeune rembourse son crédit correctement, là, cette garantie va se transformer en subvention et venir financer une deuxième fois
l'entreprise dans le cadre de sa croissance. Ça a réussi quand même à booster ce taux de remboursement? Oui, je pense que ça a fait une énorme différence avec d'autres programmes, puisque nous, on est toujours resté en dessous d'un taux d'impayé qui peut varier en fonction de l'époque de l'année et du contexte qui évolue. Mais on est toujours resté en dessous, si vous voulez, de 20% d'impayés. Ce qui, sur ce type de programme, on travaille avec des jeunes sur des marchés qui sont porteurs, mais où il y a aussi beaucoup d'innovation, donc beaucoup de risques. Je pense qu'en étant à moins de 20% d'impayés, c'est un bon résultat. Moussa Niang? Oui, en fait, ce qu'il dit est réel parce que dans le passé, j'ai eu à financer des projets de jeunes, notamment la pêche, pour ne pas dire son nom. En fait, c'était très, comment dire, il y avait beaucoup de risques. Donc le taux d'impayé était très important. Donc ça confirme réellement ce qu'il y a cette modification, cette façon de voir qu'ils ont changé, qui fait qu'effectivement il y a moins d'impayés. Mais est-ce qu'on sait pourquoi? Parce que en fait dans les projets à pêche, les jeunes avaient l'impression ou bien le sentiment que c'était, comment dire, c'était de l'argent gratuit. C'était pour eux, voilà. C'était de l'argent gratuit. Dès qu'ils ont, ils ne songent pas à rembourser. Mais en changeant de paroxysme, en mettant en exergue le fait que c'est un projet qui finance et qui peut être l'objet de subventions plus tard, ça change effectivement la vision que les jeunes ont sur le financement. Pour rajouter aussi, je peux dire qu'il y avait également un côté où le FACEJ a beaucoup travaillé, c'est les facilitateurs en fait, qui étaient derrière les jeunes, qui étaient là à nous suivre durant tout le processus. Ce qui fait que on ne paye pas uniquement pour nous-mêmes, mais aussi pour la crédibilité en fait envers ces personnes-là qui sont là, qui nous accompagnent. Moi, j'étais incubée chez Impact Up et je me rappelle que durant tout le processus, on a été accompagnés et même pour la banque aussi, j'ai travaillé avec la Cofina. Et le fait qu'on a également eu à payer ces prêts-là, ça a permis d'avoir aussi une relation, même après le FACEJ avec la Cofina, qui nous ont octroyé d'autres prêts. Une relation de confiance, voilà, une relation qui s'est installée même avec les acteurs du programme. On va regarder cette autre donnée qui va nous amener à parler du ProCEJ. Donc, quelques résultats du ProCEJ. Le ProCEJ, c'est 46 753 jeunes qui ont été impactés selon les données du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle datant de novembre 2020. On parle de 23 718 jeunes de 15 à 29 ans déscolarisés qui ont été formés en entrepreneuriat. On a 1885 jeunes qui ont bénéficié de kits d'insertion. 4415 jeunes formés ont bénéficié de financement entre 300 000 et 1 500 000 par jeune. Donc d'après ces données-là, ces programmes-là, au-delà du financement, c'est des formations également pour vous montrer un peu ce que c'est l'entrepreneuriat, comment on entreprend. Oui, parce qu'avec le ProCEJ, moi, j'ai participé à la première édition et j'étais également étudiante en ce temps, donc j'ai dû prendre un mois d'absence pour pouvoir participer au programme de formation qu'on a eu à faire au centre des collectivités territoriales. Un programme qui a duré combien de temps? 3 mois, un mois pour la formation. Et après la formation, on a présenté nos plans d'affaires. Voilà, donc, et moi j'ai eu le prix argent qui était de 3 millions. Donc après cela, on a également eu à travailler avec la BMS qui est venue pour compléter avec un montant de 2 millions. Voilà, donc 5 millions en tout. Et, à rembourser, j'imagine? Oui, avec le fonds du ProCEJ était une subvention au début, comme j'ai dit, mais la banque BMS, ça c'était à rembourser. Bon, on va éviter de citer les banques et tout ça. Okay, d'accord. Donc avec la banque partenaire, en fait, ça c'était un prêt à rembourser. Et c'était à nos tout débuts, donc on a eu également à participer au SARA 2017 de la Côte d'Ivoire. Donc on avait eu un gros marché pour cela.
pour un début. C'était un marché de 2,5 millions. Donc, avec le prêt, ça nous a permis de commencer une forte production. Et l'accompagnement aussi durant le processus de remboursement, même quand on a eu des difficultés, ils ont été là également. Un deuxième fonds pendant Covid, il y a eu le fonds Covid qui a été financé par la Banque mondiale à travers le procès. On a également bénéficié de ce fonds-là qui nous a permis de sortir en fait de la crise. Moussa Niang, une réaction peut-être sur le fait qu'un tel programme existe, que d'autres programmes même existent, mais le fait que ce programme soit piloté, soit parce que c'est un programme qui a été mis en place par l'État du Mali en partenariat avec la Banque mondiale, le fait d'avoir un programme public, j'allais dire, c'est aussi important. Oui, c'est extrêmement important pour un État, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, c'est-à-dire que d'avoir une base de PME, PMI, ou bien même de très petites entreprises qui peuvent aussi être des employeurs. Maintenant, l'État joue un rôle d'incubateur en quelque sorte, parce que c'est des risques que les banques ne prennent pas en général, parce que c'est des startups. On ne sait pas si elles vont perdurer dans le temps. Voilà, exactement. Et au Mali, il faut le dire, les banques financent le plus souvent à court terme. Et c'est des startups qui ont des besoins à long terme ou même à moyen terme, puisque c'est des besoins d'investissement le plus souvent. Or, c'est dans le commerce qu'on finance le plus souvent. 60% des financements bancaires vont dans le financement des achats marchandises, et à peu près la même chose, 60% encore sont à court terme. Et c'est le reste qui est partagé entre le long terme et le moyen terme. Et donc, le financement, c'est comme un pari sur l'avenir en fait. Et donc la banque fait un pari sur l'entreprise, et en général, elle ne parie pas beaucoup. Donc on ne prend pas énormément de risques. On ne prend pas beaucoup de risques. Et c'est pourquoi, en réalité, l'État, l'apport de l'État et même des fonds est très important, parce que ça permet de mettre en face l'épargne qui est nécessaire pour financer les investissements. Et l'épargne, en général, il n'est pas présent sur le marché malien. Il n'y a pas beaucoup d'épargne. Donc c'est des épargnes, les fonds qui viennent de l'extérieur, c'est des épargnes d'autres pays en fait, qu'ils nous mettent dans les projets de développement durable pour pouvoir avoir peut-être un rendement aussi, mais surtout pour avoir un retour sur investissement. Donc l'épargne-là qui est donnée est mise en face de nos jeunes entrepreneurs qui leur permet de grossir un peu et de s'adapter au marché et peut-être devenir plus résistant et donc plus bancable pour les banques. Donc c'est très important que l'État intervienne à ce niveau et par des subventions ou des financements ou même des garanties. Franck Merson, je vais vous faire réagir juste après cette autre infographie qui va nous amener à parler du FACEJ, Fonds d'appui à la création d'entreprises. On va voir quelques résultats de février 2019 à mars 2024. C'est un programme qui a été créé en février 2019. On parle de plus de 1900 entreprises qui ont été financées, accompagnées, dont 681 entreprises dirigées par des femmes. On parle de 6000 emplois environ qui ont été créés. Donc, le FACEJ également, hormis Bamako, on retrouve le programme FACEJ dans cette autre zone, localité du pays, c'est cela? Oui, c'est bien ça. Le programme est présent. C'est étendu au fur et à mesure. Au début, en 2019, on a commencé uniquement sur le district de Bamako et à Sikasso, dans la commune urbaine de Sikasso. Et puis, comme le projet donnait de bons résultats, les partenaires ont souhaité l'élargir donc à Koutiala. On a très rapidement intégré Koutiala, Ségou, Kita, Mopti, Tombouctou, Bougouni, Enfolila. Voilà, donc on est presque partout. On voit que les femmes, sur un peu plus de 1900 entreprises, on a 681 entreprises dirigées par les femmes. L'objectif était que 40% des entreprises financées par le FACEJ soient portées par des femmes.
Je pense qu'on n'est pas loin, on doit être à 39%. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a une grande disparité entre Bamako et le reste du pays. En fait, les autres villes secondaires du pays, puisqu'on intervient uniquement en zone urbaine ou périurbaine. À Bamako, on peut dire que les femmes sont très bien représentées, puisqu'elles représentent plus de 50% des entreprises financées, donc c'est la moitié. Par contre, dans les villes secondaires, c'est plus compliqué. Pourquoi ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Donc il y a le facteur culturel certainement, il y a aussi peut-être le fait d'être instruit. Et à ce niveau, est-ce que vous en tenez compte au niveau du FACEJ ? Il faut avoir un certain niveau, j'allais dire, d'instruction pour bénéficier de votre programme ? Oui, au départ, le niveau minimum, c'était le niveau CAP. On s'est rapidement aperçu que les femmes avaient plus de difficultés à accéder aux services du FACEJ dans les villes secondaires. Donc on a mis en place des mesures pour aider ces femmes à avoir accès aux services du FACEJ. On a notamment mis en place ce qu'on a appelé les ambassadrices du FACEJ. Donc c'est des groupes de femmes qui se réunissent, qui s'entraident, qui font jouer des liens de solidarité, qui créent des réseaux pour vraiment créer ou développer leur entreprise. Voilà, évidemment, comme d'habitude, je dirais, en général, dans les programmes de développement, on le dit toujours, les femmes sont plus sérieuses et remboursent mieux les crédits que les hommes. Donc c'est toujours bon pour nos résultats et pour l'économie en général d'un pays que les femmes participent à l'activité économique du pays, bien sûr. Madame Traoré, comment justement avez-vous fait pour bénéficier du programme FACEJ et même du PROCEJ ? Pour le FACEJ, j'ai entendu parler du FACEJ à Impact Up, voilà, chez qui j'étais incubée. On a présenté un premier projet, voilà, donc il y a eu des réajustements après pour pouvoir avoir un premier financement. Donc après il y a eu le comité, voilà, avant le financement il y a eu un comité, donc où on est passé pour aller défendre le projet. Et ensuite, on est passé par l'étape de financement, l'enregistrement avec la banque partenaire et tout. Et c'est ça. Donc, avec le PROCEJ aussi, c'est lors de mes recherches à l'ICRISAT que j'ai entendu parler du PROCEJ. Et j'ai postulé le dernier jour avant la clôture. Voilà, donc c'est un peu ça. Et ça a donné. Vous parlez du PROCEJ, on va poursuivre en regardant le nombre d'emplois créés en 7 ans. Dans cette autre infographie, on parle de 33 121 emplois directs et indirects créés, dont 10 140, donc 31% au profit des femmes. Monsieur Franck Merceron, pourquoi est-il nécessaire de donner autant de place à la formation et à l'accompagnement financier dans ces programmes? Dans le cas du FACEJ, en fait, il y avait 2 guichets. Il y avait un guichet pour les entreprises en création et un guichet pour les entreprises en croissance. Donc pour les entreprises en croissance, évidemment, on tombe en général sur des jeunes beaucoup plus expérimentés qui savent déjà gérer une entreprise. Maintenant, sur le guichet entreprise en création, rapidement, on a compris que ça allait être très important de mettre en place des sessions de renforcement de capacité, de formation, des sessions qui durent en général 1 semaine, qui sont très appliquées et qui permettent à des jeunes de maîtriser certains outils de base en matière de gestion d'une entreprise. À Moussa Niang, on a des programmes publics, on a des programmes privés. Justement, le fait d'avoir cette floraison de programmes, qu'est-ce que ça change fondamentalement pour l'entrepreneur? Non, c'est un plus pour moi, c'est un plus à saluer parce que plus il y a de potentialités, de possibilités d'accompagnement, plus il y aura de chances que des entreprises puissent s'en sortir. Parce qu'en fait, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas simple d'entreprendre, c'est pas facile. C'est pourquoi, à la question pourquoi les accompagner dans le management, même le côté juridique et autres, c'est très important parce qu'il faut que ces entreprises-là puissent avoir suffisamment de ressources pour pouvoir faire face à l'environnement qui n'est pas du tout facile. L'environnement juridique, fiscal et autres. Et donc, avoir plus d'accompagnateurs,
si je peux me le permettre, c'est donner plus de chance à nos entreprises en fait. Parce que ce sont des jeunes pousses qui ont besoin d'être bien arrosés, d'avoir beaucoup d'engrais pour pouvoir grossir. Et plus il y a d'apport, mieux c'est en fait. Je pense que ces projets, s'ils n'étaient pas là, ces jeunes n'iraient pas vers les banques. Donc la finalité aussi de ces projets, c'est de pousser les jeunes à travailler, à collaborer, à apprendre à comment fonctionne une banque pour que plus tard, ils en prennent l'habitude, si leur business se développe bien. Voilà, nous, ces projets sont là pour un premier crédit, mais l'idée derrière, c'est que ça se passe bien et qu'ensuite, il peut y en avoir un deuxième, un troisième. Mais au départ, le jeune, il faut savoir, n'ira pas de lui-même voir une banque parce qu'il sait que s'il n'a pas de garantie, il n'aura pas de crédit, etc. Donc le projet est là un peu comme un déclencheur qui, on l'espère, donnera aussi de futurs clients aux banques avec lesquelles on travaille. Nous, le Facege, on travaille avec 4 banques, donc on ne va pas les citer ici, si j'ai bien compris. Mais on essaye aussi de faire jouer un petit peu la concurrence entre les banques pour que les banques offrent les meilleurs services à ces jeunes. Madame Traoré, je vous ai vu acquiescer. Vous êtes d'accord avec ce que oui, effectivement, parce que ces programmes sont là pour vous inciter à entreprendre, pour aller vers les banques, mieux comprendre l'écosystème entrepreneurial. Effectivement, parce que déjà pour commencer une entreprise, il faut des ressources et tout. Donc ces programmes-là nous offrent ça. Et aussi le côté financement pour déjà avoir les équipements qu'il faut, commencer l'industrialisation, parce qu'aujourd'hui, grâce à ces programmes, nous, on a pu passer le gap de très petites entreprises en petite entreprise actuellement, parce que on faisait 500 paquets et là on est à plus de 3000 infusettes par jour. Donc ça déjà, ça nous a permis de vraiment passer une étape et également de mieux structurer aussi notre chaîne d'approvisionnement, parce que grâce à ces programmes, on est arrivé à avoir même des fournisseurs en dehors de Bamako et qui sont dans d'autres régions aussi. Donc également le fait aussi qu'ils nous permettent d'avoir en fait une garantie et que la banque ait plus confiance aux entreprises en fait qui sont quand même crédibles en fait. Donc ça déjà c'est une première étape avec eux, et après cela voilà, ça continue toujours avec la banque même après le programme. Donc ça c'est des opportunités auxquelles voilà, les jeunes entrepreneurs doivent prendre et saisir. Le Procège et sa durée, son financement, je vous invite à regarder cette infographie. Tout à l'heure, je l'expliquais, le Procège est un projet donc, initié par l'État du Mali en partenariat avec la Banque mondiale. L'État du Mali a financé le Procège à hauteur de 950 millions de francs CFA sur les 7 ans de la durée du projet. Et la Banque mondiale a financé le Procège à hauteur de un peu plus de 38 milliards de francs CFA, soit plus de 63 millions de dollars US. Je rappelle que le projet était sur 7 ans, donc c'était de 2014 à 2021. Le projet a été bouclé récemment. Monsieur Franck Merson, le projet Facege, qui le finance? Est-ce qu'on peut avoir une idée de donc la globalité de ce financement-là des entrepreneurs au bout de la première phase du Facege? Oui, en fait, c'est un programme qui a évolué sur les 5 ans. Comme je l'ai dit, il y a eu aussi des fonds additionnels dans le cadre de la crise du Covid. Et puis, il y a eu un certain nombre d'extensions géographiques. L'ambassade des Pays-Bas a cofinancé le programme à partir de 2020. Donc, au niveau du fonds, ce qui est investi vraiment dans les entreprises en termes de garantie, de primes, de formation, d'accompagnement, je pense que ça tourne autour de 10 milliards de francs CFA. Et puis il y a sur l'ensemble du programme. Sur l'ensemble du programme. 5 ans, c'est ça? 5 ans, oui, tout à fait. Ouais. On est à 10 milliards, vraiment 10 milliards investis dans les entreprises. Après, le chiffre qui manque aujourd'hui, parce qu'on donne toujours les montants qui viennent de l'extérieur, mais ça serait intéressant de savoir combien ça a généré en fait en termes de chiffre d'affaires, de bénéfices au niveau du Mali.
évidemment, c'est plus que 10 milliards. Ça, on peut déjà... Est-ce qu'on peut avoir une idée où aujourd'hui c'est difficile? C'est difficile, mais c'est la question que je me pose. On va travailler là-dessus parce que c'est vrai qu'on voit toujours ces chiffres en dollars. Moi, je dirais parce que nous, avant de commencer, on était à 25 millions de chiffre d'affaires et là, on est à 35 millions avec un résultat de 4 millions. Et alors, vous avez accompagné, oui. Vous avez accompagné un peu plus de 1900 entreprises. C'est vraiment, un tremplin pour le pays, en fait. Avoir des financements comme ça qui permettent, comme je l'ai dit, d'accompagner des jeunes pousses et servir de pépinière en quelque sorte pour les banques. C'est vraiment quelque chose. En fait, c'est le chaînon manquant qui était là. Il y avait un chaînon manquant entre les micro-entreprises et les très petites entreprises. Parce que même les très petites entreprises sont accompagnées par les banques, mais les micros sont abandonnés à leur sort. Et les faire sortir de micro à très petites entreprises et de très petites à PME, PMI, c'est là où il y a le plus grand challenge. Voilà, c'est le challenge, quoi. Et le fait que un fonds puisse accompagner les entreprises et leur servir aux banques de garantie, ça accompagne les deux, ça permet aux deux partenaires de se retrouver en fait. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, quoi. Franck Merson, est-ce qu'il y a une synergie entre les différents programmes? Par exemple, est-ce que le FACEJ, qui est un programme privé, travaille ou peut travailler avec un programme comme le Process? C'est vrai que c'est terminé, mais je veux dire avec des programmes publics ou d'autres programmes. Comment est-ce que la collaboration se fait à ce niveau? Oui, avant de répondre peut-être à votre question, je vais en profiter pour compléter toujours mon voisin. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que les quatre, Monsieur Yang, les 4 banques partenaires avec qui le FACEJ a travaillé ont vraiment joué le jeu. C'est-à-dire qu'elles ont trouvé un intérêt à travailler avec le programme. Et ça s'est prouvé par le fait que les 4 banques ont harmonisé le taux d'intérêt qu'elles ont proposé à ces entreprises de jeunes. Un taux d'intérêt qu'on peut dire qui est compétitif, on peut même dire peut-être bonifié par rapport à ce qui est pratiqué sur le marché. On peut avoir une idée de ce taux d'intérêt? Bien sûr. Comme on ne cite pas les banques, on peut donner le taux d'intérêt. il était de 8%. Donc vous voyez que c'est un taux vraiment attractif pour des jeunes entreprises. Donc ça veut dire que les banques ont compris l'intérêt qu'il y avait à attirer des jeunes pousses. Pour répondre à votre question, oui, on travaille ensemble. Mais c'est vrai que Process et FACEJ n'avaient pas forcément les mêmes cibles, les mêmes zones d'intervention, les mêmes mécanismes. Donc ce qu'on essaye de faire au mieux, c'est d'être complémentaires et de ne pas être concurrents. Ça, on veille à ça, mais en général, ça se fait facilement. Mais je regrette que M. Drissa Balo ne soit pas là. Parce que nous avons d'ailleurs invité et qui malheureusement n'est pas venu sur ce plateau débattre avec nous. Nous marquons une courte pause. On se retrouve dans une poignée de secondes. Nous allons parler de l'un des programmes les plus ambitieux du continent. À tout à l'heure. Merci de suivre cette seconde partie d'Entreprendre. Je vous rappelle que notre thème ce soir est entrepreneuriat, programme d'accompagnement, quel résultat. Je suis toujours en compagnie de nos 3 experts. Madame, monsieur, avant de vous donner la parole à nouveau, je vous invite à regarder ce point de vue qui va nous permettre de parler d'un incubateur, Impact Hub, qui travaille avec les différents programmes, mais avec cette question centrale, qu'est-ce que les incubateurs apportent concrètement aux différents programmes? On suit d'abord ce point de vue. Au niveau des programmes, il est évidemment important de pouvoir mettre en place des statistiques. Cela nous permet de voir réellement l'impact que certains programmes ont. Et nous, à notre niveau, en 2023, nous avons par exemple permis aux entrepreneurs de lever près de 83 millions de francs CFA, qui représentent la globalité des fonds levés, dont nous avons 80% qui ont été levés par des entrepreneurs sur des campagnes de crowdfunding, et des subventions qui ont été obtenues à hauteur de 12% et éventuellement des prêts bancaires pour 8%. Donc pour vous montrer un peu que nous avons un éventail assez large quand même de partenaires financiers qui accompagnent Impact Hub.
Maintenant, au niveau des entreprises qu'on a accompagnées, nous faisons aussi des statistiques selon les stades d'évolution de ces entreprises. Et cette année, nous avons accompagné 74% d'entreprises en croissance, 15% de start-up. Et aussi, nous avons eu à accompagner 3 entreprises qui étaient en phase d'idéation et 5 PME-PMI. Donc, pour vous dire que notre rôle au sein d'Impact Hub aussi consiste à toucher au fait les entrepreneurs à tous les stades d'évolution de leur existence. Et pour cette année 2023, nous avons eu à travailler sur à peu près 7 programmes, dont un programme qui était entièrement destiné aux femmes, un programme qui était sur l'assainissement, et un programme qui a été basé sur la création d'un club agricole, un business club inclusif, un programme dans les différentes régions, notamment Mopti, Tombouctou, Ségou et Bamako, dont nous sommes aussi nous intervenons à peu près 4 à 5 zones du Mali, et un programme aussi où nous avons travaillé avec le secteur minier aussi. Donc grosso modo, voilà un peu les données chiffrées. Sans oublier qu'aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que nous avons une communauté qui s'élève à peu près à 41 000 entrepreneurs qui nous suivent. Le rôle des incubateurs dans l'écosystème entrepreneurial. Madame Traoré, tout à l'heure, vous disiez que c'est grâce à l'incubateur dans lequel vous étiez que vous avez pu découvrir certains programmes. Ça sert aussi à ça, ces incubateurs? Oui, parce que avec les incubateurs avec lesquels on travaille, déjà, on est informé s'il y a des opportunités qui arrivent sur le marché, que ce soit des programmes ou soit des investisseurs qui sont intéressés par nos projets. On est informé déjà de ça. S'il y a des concours même sur le plan international et également s'il y a des salons auxquels on peut participer, voilà, quand même avec eux, tout ce qui peut nous permettre de croître, voilà, et d'avoir plus de parts de marché, il y a cet accompagnement-là. Et également aussi, côté formation aussi, s'il y a des formations pour mieux nous structurer, avoir plus de présence sur les réseaux sociaux, comment mieux parler de nos entreprises. Donc, il y a tout cet accompagnement-là qui est fait. J'ai envie de dire, si eux, ils font tout ça, alors, quels sont les programmes, alors, qu'est-ce que vous faites? Comment, justement, se passe cette collaboration avec ces incubateurs, Monsieur Merceron? Alors, ces partenaires, ça peut être des incubateurs. Nous, on les appelle plutôt des facilitateurs parce que ça va au-delà des incubateurs. On peut travailler avec des bureaux d'études, avec des ONG, des associations et même des écoles supérieures. Donc, au niveau du FACEJ, on travaillait avec 60 facilitateurs. On est plutôt dans une démarche de faire. Nous, équipe FACEJ, équipe de gestion, on est quand même une bonne vingtaine. Mais tout le travail de proximité qui pour moi se distingue en 2 phases. Il y a la phase d'abord d'identification de l'entrepreneur et de son accompagnement au montage d'un plan d'affaires bancable. Ça, c'est la première étape. Et puis la deuxième étape qui est confiée en général au même facilitateur qui a identifié l'entrepreneur, c'est ce qu'on appelle le suivi, accompagnement, coaching, qui va durer de 12 à 18 mois. Donc c'est vraiment, si vous voulez, un travail de proximité. Nous, on est la plupart à Bamako. Il faut être au contact de l'entrepreneur sur des fréquences quasiment hebdomadaires au démarrage pour l'aider à démarrer son entreprise et puis ensuite à la faire croître. Donc c'est un rôle effectivement très important. Et un des défis, je pense, qui nous attendent dans les prochaines années, c'est vraiment de renforcer aussi les capacités de ces facilitateurs. Là, on a vu Impact Hub et son directeur. C'est aujourd'hui un des incubateurs les plus reconnus sur la place. Il y a d'autres facilitateurs qui n'ont pas eu encore toute cette expérience, toute cette expertise. Donc, il y a un grand travail de renforcement de capacité et peut-être la création d'un nouveau métier qui est celui qu'on pourrait appeler business developer, c'est-à-dire comment aider une entreprise à être identifiée d'abord et puis à monter un plan d'affaires et puis ensuite à être accompagnée et à grandir. Ça, c'est vraiment un métier qui est encore à créer et à développer, je pense, au Mali. Oui, en fait, cette phase-là est très très importante parce que en fait, les banques, c'est vrai que les banques financent les projets en priorité,
contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas la garantie qui importe, mais c'est le projet qui importe le plus. Vous parlez de banques qui financent, pardon de vous interrompre 2 secondes, 28%, c'est la part du financement des banques au Mali, 28% d'après la Banque mondiale. Oui, parce que, je vais y arriver. En fait, ce qui est important, encore plus important que le projet, c'est le promoteur, le porteur du projet. Et c'est là où le rôle des incubateurs est très très important, parce que ça permet de former le promoteur en fait. Parce qu'un bon promoteur, un bon porteur de projet, il peut transformer un mauvais projet en bon projet en fait. Et malheureusement, c'est ce qui est rare. Et donc ça explique que les banques sont très frileuses en matière d'accompagnement parce que, comme je l'ai dit avant, les banques cherchent plus la rentabilité à court terme. Ça, c'est un défaut dans nos banques, je le reconnais. C'est qu'on finance le commerce plus que l'investissement. Et on cherche la rentabilité à court terme et en général, c'est les mêmes porteurs, c'est les mêmes promoteurs qu'on finance. Les mêmes banques, disons toutes les banques, il y a les mêmes promoteurs qui font le tour. Quasiment le tour. Et 80% des financements ne sont pas, disons, 80% des financements sont donnés à 20% des promoteurs, en quelque sorte. Donc, c'est comme cela, c'est un peu ce qu'il faut changer, en fait, au Mali. Et il y a beaucoup d'espoir pour changer cela, en fait, je pense. Je vous parlais tout à l'heure d'un des programmes les plus ambitieux. Je vous invite à regarder ce cas d'école. Identifier, former, encadrer et financer 10 000 jeunes entrepreneurs africains sur 10 ans, tel est l'ambitieux projet du richissime homme d'affaires nigérian Tony Elumelu. Pour y arriver, ce philanthrope lance à travers sa fondation créée en 2010 le programme d'entrepreneuriat Tony Elumelu. Le dit programme ouvert aux entrepreneurs de toute l'Afrique prend en compte des idées de démarrage des entreprises existantes de moins de 5 ans, mais également celles opérant dans tous les secteurs. Financé à hauteur de 100 millions de dollars, soit plus de 60 milliards de francs CFA sur 10 ans, ce programme lancé en 2015 a obtenu des résultats probants. D'après les données de la TEF, 15 847 startups sur 54 pays africains sélectionnés parmi plus de 800 000 candidatures ont bénéficié de formations, mentorat et financement. Plus de 48 milliards de francs CFA ont été investis en capital d'amorçage pour soutenir le démarrage et la croissance des entreprises. Dans le même temps, plus de 6 300 entreprises dirigées par des femmes ont été financées à travers l'Afrique. La fondation Tony Elumelu précise aussi qu'elle a contribué à la création de plus de 409 000 emplois en Afrique au cours de cette dernière décennie. Adepte de l'africapitalisme, pour Tony Elumelu, le secteur privé africain et surtout les entrepreneurs constituent le catalyseur du développement social et économique du continent. Pour rappel, le programme d'entrepreneuriat de la fondation Tony Elumelu est ouvert aux Africains des 54 pays du continent âgés de 18 ans et plus, ayant des idées commerciales évolutives ou une entreprise opérationnelle depuis moins de 5 ans. Les candidats retenus bénéficient d'un mentorat, d'un capital d'amorçage non remboursable de plus de 3 millions de francs CFA et de possibilités de réseautage mondial. Programme d'entrepreneuriat Tony Elumelu. Ce programme est certainement l'un des plus ambitieux. Et on a quelqu'un sur le plateau qui a eu la chance de bénéficier de l'accompagnement de ce programme. Madame Traoré, parlez-nous, expliquez-nous un peu comment est-ce que ça s'est passé. Vous avez bénéficié de ce programme à hauteur de combien? C'était en quelle année? C'était en 2019. C'était un fonds de 2 500 000 en fait. Voilà, donc comme fonds de roulement. Voilà, donc nous, on a été la deuxième cohorte à être sélectionnée au Mali. Et avec l'accompagnement du PNUD, nous avons pu participer au sommet au Nigeria directement. Et ça nous a permis d'avoir des contacts aussi là-bas, avec qui on travaille, et aussi les autres entreprises qui ont été sélectionnées sur la même édition, comme Maya, AgroWoman, sont aujourd'hui tous des entreprises et entrepreneurs avec lesquels on travaille ensemble. Donc, oui, ça a été une belle expérience. Mais également, le PNUD a également continué de nous suivre.
Et l'année passée, on a pu participer au Youth Connect au Kenya, lors duquel on a pu rencontrer des investisseurs avec lesquels on est pour parler actuellement. C'est un programme qui permet, au-delà de l'accompagnement, notamment financier des jeunes, ça permet aussi le networking, le réseautage. Oui. Monsieur Nyang? Si. En fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles je disais tout à l'heure qu'il y a de l'espoir. Parce que, en fait, c'est de plus en plus d'entrepreneurs, des gens qui ont réussi, qui ont eu des success stories, pensent plus à regarder dans le rétroviseur et essayer d'amener le plus de gens avec eux. Et c'est réellement ça, en fait, l'avenir de l'Afrique, parce que, en fait, de plus en plus, les gens ont compris qu'il faut investir dans les entreprises. Donc, permettre, aller au-delà des États, en fait, permettre que des entrepreneurs puissent se retrouver. Au Mali, on avait essayé un programme de bourse des investisseurs, des sous-traitants. C'est dans le même sens, en fait. Tout le monde, tu peux trouver quelque chose, un fournisseur ou un futur client, voilà, qui est dans le même réseau que toi. Donc, ça permet des contacts, de nouer des contacts, de faire grandir les affaires ensemble. Et c'est vraiment très, très important. Oui, pour compléter, M. Nyang, je pense que nous, à notre échelle, celle du FACEJ, on a vite aussi compris l'intérêt de susciter la création de réseaux entre jeunes. On a parlé de réseaux de jeunes femmes dans une même localité, mais on a aussi suscité la création de réseaux plus techniques sur des secteurs, par exemple, je donne un exemple, celui de l'aviculture. Très intéressant de mettre plusieurs jeunes qui sont dans un même secteur et qui vont développer des liens d'entraide, de solidarité, qui vont se donner des tuyaux, et ça marche très très bien au Mali. On a beaucoup parlé de ce qui va. Est-ce qu'il y a aussi des limites dans certains programmes? D'aucuns parlent par exemple de floraison de programmes, des programmes qui pour certains n'ont pas forcément tout le sérieux qui va avec. Tout à l'heure, vous parliez d'ailleurs d'erreurs qui ont été faites par certains programmes et corrigées par d'autres. Je dirais plus les limites ou soit les solutions qui peuvent être améliorées ou apportées. Pour l'accompagnement, c'est surtout l'accompagnement des champions, en fait, ou l'accompagnement pour Skylab, en fait, pour passer d'un stade PMI être en croissance, oui, atteindre un autre niveau. Voilà, atteindre un nouveau, pouvoir sortir du Mali et tout, parce que c'est une de notre visions. Actuellement, à court terme, on va être dans toutes les régions du Mali. Et par la suite, avoir la sous-région. Et au final, la vision, c'est vraiment d'être une marque internationale, voilà. Que tu sois au Japon ou mais est-ce que vous avez partout justement ces programmes-là qui peuvent vous accompagner à atteindre cet objectif aujourd'hui? Actuellement, au Mali, j'en connais pas. Donc, si l'un des téléspectateurs en connaît, ils peuvent nous partager l'information. Parce que c'est ça qui manque, en fait. Comment mieux passer à une autre étape, et également des programmes qui peuvent financer la construction d'unités, également la certification des chaînes d'approvisionnement. Donc ça, c'est des étapes pour une entreprise qui veut vraiment s'expandre dans d'autres régions, qui est primordial en fait. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez justement la capacité d'accompagner ce genre d'entrepreneurs, des entrepreneurs qui ont une vision un peu plus régionale, continentale, voire internationale, oui, qui veulent s'internationaliser? Pour être honnête, ça fait partie aujourd'hui des limites, parce que ce que ces entreprises qui ont réussi, qui ont atteint un certain niveau de croissance pourraient attendre, c'est d'être financées à plus haut niveau. Et dans le contexte actuel au Mali, l'hypothèse de base que si un entrepreneur réussissait bien à rembourser un premier crédit, automatiquement il y allait avoir l'accès à un crédit plus important sans garantie, cette hypothèse en vérité ne s'est pas validée dans les faits. Je pense que c'est assez lié au contexte actuel. On aurait pu aussi penser qu'il y a de nombreux fonds d'investissement
nord-africains ou européens qui souhaiteraient investir dans des entreprises performantes au Mali, mais on constate aussi que c'est un petit peu difficile parce que des investisseurs étrangers, ils ont besoin d'être mis en confiance et l'environnement des affaires contribue à les mettre en confiance. Donc ça manque aujourd'hui un petit peu. On espère que demain, cela va s'améliorer. Après, je pense dans les limites, moi j'en vois deux. La première limite, elle est très basique pour moi, c'est-à-dire de dire tout le monde n'est pas entrepreneur. Voilà, tout le monde n'est pas entrepreneur. Donc il faut vraiment aider les jeunes à savoir vraiment si eux-mêmes sont entrepreneurs. Et nous, projet aussi, à repérer des jeunes qui sont peut-être très dynamiques, mais un peu trop opportunistes et qui veulent avoir accès à des financements faciles, sans vraiment penser à développer un business. Nous, en tant que projet, on est vraiment très vigilants là-dessus, parce qu'il en va quand même de notre notoriété et des résultats qu'on va apporter. Puis après, ça se sait rapidement si un projet est sérieux ou bien si c'est assez facile d'obtenir des financements. La deuxième limite, elle est plus générale, je dirais plus macroéconomique. Pour mettre en œuvre ce genre de projet, il faut, je pense, quand même un environnement des affaires, un contexte économique minimal pour que ces entreprises puissent se développer. Nous, ce qu'on a constaté, si vous voulez, c'est que jusque dans les années 2000, fin 2022, début 2023, la dynamique était là. On réussissait à vraiment bien maîtriser, par exemple, le niveau d'impayés au niveau des entreprises. Il faut constater que depuis 2023 et en particulier depuis la crise énergétique que nous vivons aujourd'hui, beaucoup de petites entreprises ont été impactées. Vous savez, on travaille avec beaucoup d'artisans, de femmes qui sont dans la transformation agroalimentaire. Donc l'accès à l'énergie, c'est vital, c'est capital, c'est fondamental. Donc cette crise énergétique, elle a vraiment un impact quand même assez terrible sur la santé de ces entreprises. Donc une des limites aussi, je pense, c'est que il faut un environnement minimal de bonne santé, de l'économie, de dynamisme de l'économie et d'accès, bien sûr, par exemple, à l'énergie. Mesdames, Messieurs, on arrive au thème de cette émission. On va rapidement faire un dernier tour de table. Je vais commencer par vous, Moussa Niang. Voilà. Bon, moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est peut-être à l'endroit des entrepreneurs eux-mêmes, c'est de leur dire que, en fait, il est important aussi que l'entrepreneur puisse compter sur lui-même. C'est très important parce qu'il y va de sa souveraineté économique. Je m'explique. La souveraineté économique, c'est quoi? C'est de pouvoir faire de l'épargne, pouvoir épargner, parce que il n'est pas dit que tout va venir de l'extérieur, ou bien des incubateurs, ou bien des programmes ou même de la banque. Tout à fait. Et le premier bailleur de l'entreprise, c'est elle-même, c'est le promoteur lui-même. Il faut pouvoir se faire un peu, se faire violence pour payer, avoir une culture de l'épargne qui n'est pas très très développée au Mali et qui est très très important. Parce que si on arrive à épargner, et même les prêts qu'on fait, les emprunts bancaires et autres là, c'est de l'épargne forcée, c'est de l'épargne dans l'avenir, puisque c'est le remboursement que vous allez faire. C'est comme si vous épargnez. Donc si vous apprenez déjà à épargner aujourd'hui, le remboursement d'un concours bancaire ne va pas être trop difficile pour vous. Et il y a l'opportunité du financement. Il n'est pas dit qu'il faut toujours avoir recours au financement bancaire ou bien à un prêt. Parce que quand vous vous endettez, c'est un revenu en moins dans le futur que vous allez faire. Donc il faudrait que vous puissiez vous dire que quand vous vous endettez, est-ce que l'endettement me permet me procure un revenu supplémentaire? Si c'est le cas, est-ce que la plus-value que je vais dégager est plus importante que l'intérêt que je vais payer? Si c'est le cas, il faut foncer. Mais si ce n'est pas le cas, il faut aller vraiment doucement avec les prêts, parce que le prêt, on a vu des cas d'école où des entreprises qui ont cru trop vite sont allées à la faillite parce que elles étaient endettées partout. Donc l'endettement aussi, il faut faire vraiment, il faut faire pédale douce avec. Franck Merceron, la première phase du FACEJ
est bouclée? Faut-il s'attendre à une nouvelle phase? Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette première phase? Bon, je pense qu'en toute humilité, on peut dire que cette première phase a quand même été un succès, malgré, comme je l'ai dit tout à l'heure, un contexte économique qui a été plus difficile sur la dernière année. Faut retenir peut-être humblement, modestement, la mise au point d'une approche très... on aime souvent au niveau de notre équipe dire qu'on a fait du Made in Mali. C'est-à-dire qu'on avait une équipe très professionnelle et à chaque fois on a su s'adapter au contexte pour vraiment mettre au point une approche, une méthodologie d'intervention très ancrée dans la réalité économique, culturelle du Mali. Donc ça, c'est peut-être à dupliquer ailleurs, au Mali, mais dans d'autres pays. Sur la base de ces bons résultats, oui, les ambassades du Danemark et des Pays-Bas ont décidé de lancer une phase 2 qui est aussi importante, voire plus importante que la phase 1. Il y a eu un appel d'offres dernièrement, là, qui a été organisé en décembre 2023. Et donc la phase 2 va se poursuivre. Malheureusement, ce n'est pas Suisse Contact et Plan International qui ont gagné l'appel d'offres. C'est un autre gestionnaire. Donc j'aurai la chance dans les toutes prochaines semaines de passer le flambeau à une nouvelle équipe qui va mettre en place cette phase 2. Madame Sakalé Traoré, vous avez bénéficié de plusieurs programmes. Je sais que vous travaillez également avec les coopératives. Je sais également que vous avez plein de projets en perspective. Est-ce que justement, vous pensez que ces programmes vont mieux vous accompagner pour les objectifs que vous êtes fixés? Alors pour les programmes comme le ProSège, le FACège, je pense que c'est déjà fini, mais on reste quand même ouverte. Voilà, par exemple, on a eu la visite du ministre de l'Entrepreneuriat à travers notamment le ProSège, malgré que le programme était fini. Il y a aussi, on a aussi également eu à être, comment dirais-je, un reportage qui a été fait avec la GIZ grâce au FACège. Donc c'est une continuité en fait. Et je rebondis aussi sur le Made in Mali qui est aujourd'hui un mot qu'on utilise partout, mais il faudrait qu'actuellement en cette période de crise là, que ce soit l'État, les partenaires privés puissent vraiment s'engager à ça. Que les entreprises, c'est vrai, on les accompagne, mais il faut également consommer en fait ces produits-là parce que c'est des produits de qualité, c'est fait au Mali et également ça permet aussi pour nous de survivre malgré cette crise-là. Je prends exemple par exemple sur le groupe Azalea chez qui on est actuellement, qui est en train d'essayer vraiment d'apporter une solution sur l'accès au marché en vendant directement nos produits dans leur showroom, et aussi les ambassades qui n'hésitent pas de prendre aussi nos box de thé. Donc il faut vraiment que tout l'écosystème avec cette crise-là puisse collaborer avec les entrepreneurs maliens, les très petites et moyennes entreprises aussi, afin qu'on puisse vraiment sortir de cette crise. Merci Madame Sakalé Traoré, entrepreneur, directrice de Mamali Moringa, d'être venue sur le plateau. Je rappelle que vous êtes lauréate de plusieurs prix, dont celui de l'économie verte du PNUD, obtenu en 2020. Vous êtes également lauréate du prix The Next Economy Impact Award 2020. Merci également à nos autres invités, Monsieur Moussa Nyang, expert en finance. Merci Monsieur Franck Merceron. Je rappelle que vous êtes le chef de mission du FACège, Fonds d'appui à la création d'entreprises par les jeunes. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à très bientôt sur Terre.